Eh bien le bonjour ou bien le bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien, en tout cas mieux que moi, pas malade. Pour ceux qui sont en vacances, profitez un max, et pour ceux qui taffent, courage. Vous savez qu'en ce moment c'est les fêtes de Noël et donc j'ai pensé à vous et je vous ai préparé une petite compilation de 15 threads d'horreur je crois, ou plus, je sais plus. J'espère que ça va vous plaire, en tout cas c'est mon petit cadeau de Noël. Alors comme d'habitude, et encore plus maintenant vu qu'il fait froid, installez-vous confortablement, prenez une petite boisson à boire, prenez un petit gilet pour vous réchauffer ou un petit plaid. Et nous, on est parti pour cette grande compilation. J'espère encore que ça va vous plaire. Nous, on est parti. Donc avant de commencer, Aline nous précise que lors des événements, elle avait 16 ans et que son histoire se déroule en vacances dans son pays natal, en Turquie. Aline nous précise aussi qu'elle habite dans un quartier où tous les appartements se ressemblent et qu'il n'y a pas beaucoup d'espace entre chaque appartement. Il réside dans un duplex et la seule chambre de l'étage était la sienne. La chambre d'Aline donne sur un balcon terrasse, ça va, on se met bien. Et comme il fait assez chaud en Turquie, elle laisse toujours sa fenêtre ouverte. Et d'ailleurs, elle ne voit aucun danger. Il lui reste quelques jours avant de rentrer en France, mais un soir, Aline fait un horrible cauchemar. Dans son cauchemar, une personne siffle à l'étage, là où elle dormait. Les sifflements viennent de la terrasse. Aline reste bloquée dans son lit, tétanisée de peur, et elle ne sait plus quoi faire. Et à un moment donné, elle entend aussi des bruits de pas. Et elle les entend très bien, vu qu'elle a sa fenêtre ouverte. Et là, elle prend son courage à deux mains et tape le meilleur sprint de sa vie. Elle descend dans la chambre de sa sœur en allumant toutes les lumières et s'allonge dans le lit de sa sœur. Mais les sifflements continuent et la suivent. Et là, elle voit la porte de sa sœur s'ouvrir. Le cœur d'Aline bat à toute vitesse, elle est en panique, elle ferme ses yeux de toutes ses forces pour que ça s'arrête. Et là, plus rien, plus aucun bruit. Les sifflements se sont arrêtés. Et trou noir. Aline ne se rappelle plus de rien. Juste de s'être réveillée. Le lendemain, elle voit qu'elle est bien dans la chambre de sa sœur, elle est encore en état de choc et se pose plein de questions. Est-ce que c'était vraiment un cauchemar ou est-ce qu'elle l'avait vraiment vécu? Était-elle somnambule sans le savoir? Et sur le coup, elle ne sait ni quoi penser, ni quoi faire. Elle se dit que si elle raconte ça à ses parents, ils ne vont sûrement pas la croire. Elle décide en premier lieu de raconter ça à sa petite sœur, mais elle ne fait pas vraiment attention à ce qu'elle lui dit. Alors, elle prend son courage à deux mains et raconte son cauchemar à sa mère. Et sa mère pense directement que c'est lié à des esprits. Quelques jours plus tard, la voisine de l'étage d'en bas vient chez Aline pour discuter avec sa mère. Et elle leur dit « Mais vous êtes au courant de ce qui s'est passé dans l'immeuble d'à côté ?» La mère d'Aline répond que non, et la voisine reprend « Il y a eu un meurtre. L'homme a tué sa femme et s'est enfui. » À ce moment-là, tout le monde est sous le choc. Un jour après l'arrivée de la voisine, la police débarque chez la famille d'Aline. Et un agent leur dit que l'agresseur est potentiellement passé par leur terrasse pour s'enfuir. La famille laisse la police faire leur travail et devinez ce qu'ils ont trouvé. Un couteau couvert de sang avec un grappin et une corde. Au début, Aline ne faisait aucun lien avec son cauchemar, mais là, elle en est certaine. Ce qu'elle a vécu n'était ni un cauchemar, ni un esprit. Heureusement, 7 mois plus tard, l'agresseur a été retrouvé et arrêté. L'histoire de Jérémy se déroule pendant l'été 2020. Jérémy avait passé l'après-midi avec 2 amis à lui, qu'on va appeler Aaron et Betty. Et le soir, il devait dormir chez Betty. Ce soir-là, Jérémy et ses amis se baladent tranquillement dans la rue. Il était environ 19h, donc la nuit commençait à tomber. Et puis à un moment, ils décident de continuer leur balade et de rentrer un petit peu plus tard chez Betty. Ils marchent tranquillement dans la rue, profitant de la chaleur de la soirée, puis décident d'aller dans un dernier endroit avant de rentrer, le stade de rugby. Ce stade est connu pour être assez mal fréquenté car il y a souvent des squatteurs qui y dorment la nuit. Donc pour y aller, il faut carrément sortir de la ville par un grand chemin de 2 minutes de marche qui mène tout droit au stade. Et donc Jérémy et ses amis prennent ce chemin et arrivent enfin au stade. Ils s'amusent, ils rigolent, ils font des photos avec le coucher du soleil. Puis, à un moment, Aaron a l'idée de faire un cache-cache dans le stade. Comme c'était juste avant de rentrer, ils se disent pourquoi pas. Ils font une partie, 2 parties,
puis vient au tour de Jérémy de compter. Jérémy nous précise que dans le stade, il y avait donc des gradins, des vestiaires et une salle des fêtes. Il se met donc face à la salle des fêtes pour compter, puis quand il se retourne, après avoir fini de compter, il voit dans un coin du stade, à une centaine de mètres de lui, un homme en sous-vêtements, allongé par terre dans le coin, avec un sac poubelle à côté de lui. Sur le coup, Jérémy pense directement qu'il est mort, donc il commence à paniquer à un tel point qu'il tombe par terre. Il est en panique car il pense que l'homme s'est fait tuer et que le tueur est sûrement encore dans le stade. Jérémy est complètement sous le choc. Il prend donc son téléphone pour appeler Aaron, et là, plus de batterie. Il se met donc à crier dans le stade le nom de ses amis en courant et à moitié en train de pleurer. Puis arrive vers les gradins et ses amis sortent de leur cachette. Jérémy leur dit une phrase qui leur glaça le sang. Il y a un cadavre dans le stade. Il leur montre donc l'endroit et ils ne rêvaient pas. La personne était toujours là. Il se rapproche donc de lui tout doucement, puis, arrivé à quelques mètres de lui, l'homme se retourne d'un coup sec et les fixe pendant une dizaine de secondes. Puis, il leur hurle « Dégagez! Partez tout de suite d'ici !» Ils se mettent à traverser le stade entier à toute vitesse. En arrivant à la sortie du stade, Jérémy se retourne et l'homme est debout en train de courir vers la sortie et donc vers eux. Et rappelez-vous qu'il fallait passer par l'immense chemin pour arriver à la ville. Ils courent donc de toute leur force sans s'arrêter ou se retourner. Betty tombe et se tord le poignet, mais ils ont tellement peur que personne l'aide. Elle se relève toute seule et continue de courir. Puis, arrivés à la ville, ils ne s'arrêtent pas et continuent à courir jusqu'à la maison de Betty. Une fois arrivés, l'homme n'était plus là et avait arrêté de les suivre. Après ça, ils n'ont jamais su qui était cet homme et pourquoi il leur a couru après. Cette histoire s'est déroulée il y a 20 ans. Lucie avait 17 ans et elle faisait du babysitting pour gagner un peu d'argent. Un jour, un couple dont elle avait l'habitude de garder leur bébé de 5 mois l'a appelée pour qu'elle s'occupe de leur fille. Elle s'est rendue à leur domicile. Ils habitaient au rez-de-chaussée d'un petit immeuble et la chambre de leur fille donnait vue sur le stationnement et la station-service. Après son arrivée, le père de famille l'informe qu'il a mis sur le frigo tous les numéros de téléphone importants, comme d'habitude, ainsi que leur numéro de portable. Puis le couple part au restaurant. La petite avait déjà mangé et dormi, donc Lucie devait simplement surveiller qu'elle ne se réveille pas. Lucie s'installe tranquillement dans le canapé et regarde la télé. Mais quelques minutes plus tard, le bébé, qu'on va appeler Lily, se met à pleurer. Lucie emprunte le couloir qui mène à la chambre du bébé, elle ouvre la porte et allume la lumière. Le bébé s'arrête de pleurer et Lucie la rassure en la prenant dans ses bras, puis la recouche. Elle éteint la lumière, laisse la porte entrebâillée et repart au salon. Mais 10 minutes plus tard, Lily pleure de nouveau. Lucie retourne dans la chambre, la rassure et lui parle un peu. Enfin, Lily se calme et Lucie retourne au salon. Mais 5 minutes plus tard, toujours pareil, Lily pleure encore. Lucie ne sait plus quoi faire, elle se demande si elle a mal quelque part ou si elle est malade, donc elle appelle le père de Lily et lui explique la situation. Elle lui dit qu'il n'y a rien qui pourrait lui faire peur, excepté le grand clown à côté du berceau. Il y a un moment de silence et le père lui répond « Mais on n'a pas de clown ?» C'est à ce moment-là que Lucie réalise que le clown était un humain. Le père en panique lui dit « Écoute, va dans la chambre comme si de rien n'était, prends la petite et barre-toi de l'appartement. De mon côté, j'appelle la police et on arrive. » Lucie est saisie par la peur, elle regarde ce long couloir sombre qui mène à la chambre. Pour signaler sa présence, elle parle au bébé en lui disant qu'elle arrive. Elle ouvre la porte, allume la lumière et se dirige vers le lit. Le clown est à côté et ne bouge pas. Elle prend Lily dans ses bras et part doucement en direction du salon. Dans le couloir, elle jette un rapide coup d'œil derrière elle et arrivée à la porte d'entrée, elle part en courant. Quand enfin elle sort de l'immeuble, la police arrive sur place. Ensuite, plusieurs agents entrent dans la chambre et attrapent le clown qui s'enfuit par la fenêtre. Quand enfin le clown est arrêté, les parents arrivent à ce moment-là. Quelques jours plus tard, la police leur expliqua que l'homme était bien un kidnappeur d'enfants. Cette personne voulait bel et bien enlever le bébé, et c'est en approchant ses mains du visage de Lily qu'il la faisait pleurer. Ce fut la dernière fois que Lucie fit du babysitting.
Donc Camille nous précise qu'elle est infirmière et que certaines fois elle est de service de nuit, qu'elle habite dans une petite ville pas loin de son travail et que du coup quand elle rentre du taf, il fait complètement nuit. Donc une nuit vers des heures du matin, Camille a enfin terminé de travailler et rentre dans sa voiture pour rentrer chez elle. Elle roule plusieurs minutes et elle nous précise que les rues étaient complètement désertes et que la nuit était glaciale. Elle conduit tranquillement. Et puis à un moment donné, elle arrive dans une rue résidentielle, pas loin de chez elle. Jusque-là, tout va bien. Mais à un moment donné, elle voit un homme étendu à plat ventre dans la rue. Comme Camille est infirmière, elle pense directement à porter secours à l'homme, ce qui est normal. Et au moment où elle commence à ralentir, elle réalise soudainement que ce n'est pas forcément une bonne idée. Camille est une jeune femme de 45 kilos, elle est seule, et donc elle réfléchit un moment. Forcément, elle reste perplexe parce qu'elle a envie d'aider l'homme, donc elle se dit que ça serait mieux d'appeler la police. Donc toujours dans sa voiture, en attendant que la police décroche, elle dépasse l'homme qui est à terre, et elle ralentit, et s'arrête un petit peu plus loin. Pendant qu'elle est au feu rouge, elle explique à l'opérateur qu'il y a un homme dans la rue, et qu'il a besoin d'assistance. Mais soudain, elle entend un coup fort à la fenêtre du côté conducteur. Camille, sous le choc, sursaute et crie de toutes ses forces et jette un coup d'œil à la fenêtre. Un homme frappe sur sa porte et essaye d'ouvrir la voiture qui était fermée à clé. Camille est complètement paniquée et crie de peur. Elle appuie de toutes ses forces sur la pédale d'accélération et trace en brûlant tous les feux rouges. Encore paniquée, elle raconte ce qui se passe à l'opérateur et il lui répond que même si elle est près de sa maison, il faut qu'elle continue à conduire. Après quelques minutes, Camille se calme et l'opérateur lui dit de se retourner. Elle se gare en bas de sa rue et aucun homme. Il n'y a personne derrière elle. L'opérateur lui dit qu'une patrouille arrive bientôt et Camille prend un temps pour se calmer et respirer un peu. Alors qu'elle s'apprête à sortir de sa voiture, elle regarde la rue une dernière fois et là, elle voit l'homme qui l'a attaquée marchant avec deux autres hommes. Elle se met à plat ventre à côté de sa voiture, elle est totalement en panique et d'un coup elle court le plus vite possible et rentre enfin chez elle. Après quelques minutes, Camille entend enfin les sirènes de la police. Elle regarde discrètement par sa fenêtre et elle voit 3 hommes se faire embarquer. Malheureusement, elle n'a jamais su ce que voulaient vraiment ces 3 hommes. Mais elle est certaine que c'était pour de mauvaises intentions. Elle termine en nous disant qu'il faut toujours fermer sa voiture à clé. L'histoire de Romain s'est passée il y a quelques années de ça et il avait à peu près 10 ans. Romain nous dit qu'il venait d'avoir une tablette pour Noël, donc il veillait souvent tard dans sa chambre. Il nous précise aussi que sa chambre donnait sur le couloir et qu'il fermait toujours sa porte pour ne pas déranger et surtout pour que les lumières du couloir et des escaliers ne s'allument pas, vu qu'elles s'allument au moindre mouvement. Donc il traîne tranquillement sur YouTube, il devait être à peu près 2h du matin. Il met les sous-titres et enlève le son pour entendre le moindre bruit éventuel, car ses parents venaient souvent vérifier si sa sœur, son petit frère et lui dormaient. Il nous précise que la chambre de ses parents était au rez-de-chaussée et que les escaliers à ce moment-là sont en travaux, donc les 3 dernières marches en bois grincent énormément. Donc il regarde tranquillement ses vidéos YouTube, mais à un moment donné, il entend très distinctement des bruits de pas dans les escaliers. Il se précipite pour éteindre la lumière et rejoindre son lit pour pas se faire disputer, mais quelques secondes passent sans que personne ne vienne dans sa chambre. Il pense d'abord que sa mère ou son père était passé dans la chambre de sa sœur avant, donc il sort de son lit, il va jusqu'à la porte, il l'ouvre discrètement pour ne pas se faire repérer, mais ne voit absolument personne et aucune lumière est allumée. Romain ne cherche pas plus loin et comme à cette époque il avait assez peur du noir, il va tout simplement dormir. Le lendemain, Romain envoie un message à chaque membre de sa famille qui était à la maison au moment des faits pour demander si quelqu'un s'était levé pendant la nuit vers 2h du matin. Mais rien. Apparemment, personne ne s'était levé. Et sur le coup, il ne comprend pas. Il avait pris l'habitude de reconnaître les pas de chaque membre de sa famille et se souvient que maintenant qu'il n'avait pas pu deviner à qui appartenaient les pas qu'il avait entendus. Un peu plus tard, Romain décide d'en reparler à ses parents et lui disent que ça devait juste être dans son rêve. Comme les autres fois où il avait entendu des bruits dans sa chambre faite de moquettes et dans la salle de bain de sa sœur et lui. Sa sœur lui avait d'ailleurs avoué aussi avoir entendu des bruits de pas la nuit et son petit frère disait parfois voir un homme dans sa chambre. Romain nous précise aussi qu'il habite dans une grande maison à la campagne et qu'il vit à côté d'un donjon en ruine où a eu lieu une bataille au Moyen-Âge. Romain sait que ce qu'il a entendu était bien réel. Depuis quelques années, il n'entend plus rien car sa chambre et celle de sa sœur sont en travaux et donc il dort au rez-de-chaussée et son petit frère dit ne plus voir cet homme. C'est hyper
flippant. En fait, au début, moi je me suis dit que c'était peut-être son imagination ou dans une vieille maison de campagne, il y a forcément des bruits. Moi-même, ça m'est déjà arrivé de psychoter sur des bruits alors qu'en fait, il y avait rien du tout. Mais ce qui est quand même étrange, c'est que la petite sœur, elle aussi, elle entend des bruits et c'est pas n'importe quel bruit. C'est aussi des bruits de pas. Donc les mêmes bruits qu'entend Romain. Et pire encore, son petit frère voit quand même un homme toutes les nuits. Donc est-ce qu'ils se font des fils? Est-ce qu'il y a bien un homme qui se balade chez eux? Ou alors, est-ce que ça serait pas un phénomène paranormal? Perso, je ne sais pas. Passons à l'histoire suivante. Kevin a 25 ans et l'histoire qu'il nous raconte s'est passée quand il avait environ 15 ans. Pour commencer, il nous explique comment est agencée sa maison. Il habite dans une grande maison située dans un lieu-dit au milieu de nulle part. C'est une maison sur 3 étages et elle est placée sur une pente, ce qui fait que quand on arrive par la route, on se retrouve au premier étage, là où il y a le salon, etc. En bas en descendant, il y a le garage qui fait la superficie de l'espace à vivre. Et pour y accéder, il faut passer par un escalier central qui donne sur une première pièce avec une porte à droite, une autre à gauche et une autre en face de l'escalier qui donne sur le jardin qui entoure la maison. De chaque côté, derrière les portes, on accède à 3 grandes pièces qui sont séparées par des murs, mais elles ne sont pas fermées. Il n'y a pas de porte, mais de grandes arches qui font qu'on peut voir dans tout le garage et surtout qu'on peut avoir une vue sur la porte du grand placard au fond du garage. Porte qui est mal accrochée au mur et du coup, il y a un très gros trou dans le mur au niveau de l'encadrement de la porte, ce qui fait qu'on voit dans le placard. Enfin, il y a une autre porte au fond à gauche qui donne aussi accès au jardin, non visible si on n'est pas dans la pièce. En ce qui concerne l'extérieur de la maison, lorsqu'on arrive face à la porte d'entrée, il y a un chemin sur la gauche qui mène à un escalier qui descend à une sorte de terrasse inférieure, accessible par la porte de gauche du garage. C'était compliqué. Bref, à cette époque, la mère de Kevin bossait en tant qu'aide-soignante de nuit à l'hôpital et il était fréquent que ses grands-parents viennent les garder la nuit, lui et sa sœur. Mais ce soir-là, son grand-père étant très malade, il ne pouvait pas s'occuper d'eux. Sa mère cherche donc un moyen de trouver quelqu'un dans l'urgence, auprès de sa famille, mais voyant qu'elle galérait à trouver, Kevin lui dit qu'ils sont assez grands et qu'ils peuvent rester tout seuls. Que tout ira bien, surtout qu'il n'y a pas école le lendemain, donc qu'elle ne se fasse pas de soucis. Sa mère part donc au travail, les laissant seuls, mais leur dit qu'elle a laissé un message à l'oncle de Kevin, lui disant de passer les voir dans la soirée pour s'assurer que tout va bien. Arrive alors 23h, tout va bien, sa sœur est dans la cuisine, et Kevin est parti aux toilettes. Et à un moment, ils entendent frapper à la porte. Kevin crie à sa sœur d'aller ouvrir la porte, n'étant pas disponible, car il pense que c'est son oncle qui vient les voir. Mais personne ne lui répond. Et il entend derrière la porte des toilettes que sa sœur lui dit qu'elle veut que ça soit lui qui ouvre la porte parce qu'elle a trop peur. Il s'agace un peu, et d'un coup, ça frappe encore à la porte. Alors Kevin se dépêche de se rhabiller et court jusqu'à la porte pour ouvrir. Kevin nous précise que sa porte d'entrée a une grande vitre opaque au milieu, et donc en arrivant, il allume l'extérieur et à travers la vitre, il ne voit rien. Il ouvre vite la porte pour que son oncle ne pense pas qu'il dorme, et au moment où il sort dehors, il n'entend rien. Pas un seul bruit de pas, ni de voiture. Ce qui lui paraît bizarre, car il a dû se passer à peine 1 minute entre le moment où la personne a toqué à sa porte et son arrivée dehors. Kevin décide de sortir de la maison et son chien le suit, et d'un coup, son chien se place en direction des escaliers extérieurs. Il se met à l'affût, il ne bouge plus et grogne très légèrement. La sœur de Kevin arrive derrière lui avec un couteau de cuisine pour se défendre, car elle est totalement paniquée. Tout est calme quand soudain, ils entendent en bas, sur la terrasse, des bruits métalliques, comme si quelqu'un ou quelque chose fouillait sur la terrasse. À cette époque, les parents de Kevin avaient acheté la maison depuis peu et le propriétaire leur avait vendu avec tout ce qu'il y avait à l'intérieur, dont beaucoup de ferrailles que sa mère avait entreposées sur cette terrasse. Il rentre alors vite dans la maison avec le chien et s'enferme. Kevin dit à sa sœur de rester enfermée dans la maison et il descend alors au garage avec son chien pour voir s'il voit quelque chose par la fenêtre. Il nous précise aussi qu'il était armé de son arc, vu qu'à l'époque, il faisait du tir à l'arc. Arrivé dans la première pièce, il prend soin de fermer à clé la porte d'en face et celle de droite pour ne pas se faire surprendre par derrière et s'avance vers celle de gauche. Il l'entrouvre et voit que la pièce au fond est allumée. Il rentre dans la pièce avec son arc en main, prêt à tirer. Les bruits étaient de plus en plus forts et il ne voyait rien par la fenêtre à cause du reflet de la lumière. De plus, le chien n'ose pas rentrer dans la pièce. Il gémit comme pour lui dire de revenir et reste à l'entrée dans la pièce avant de remonter à l'étage. Kevin décide de crier qu'il a appelé la police et qu'il est armé, et il entend alors quelque chose se mettre à courir dehors. Il entend sa sœur hurler en haut et la porte d'entrée se ferme violemment. À ce moment-là, il regarde droit devant lui et ses yeux se
pose sur les trous du placard au fond du garage. Et par un des trous, il voit ce qui semble être une moitié de visage. Alors qu'il se concentre pour regarder, vu qu'une seule lumière éclaire la pièce, il distingue alors un œil qui le regarde fixement. Kevin se paralyse de peur, il s'écoule environ 20 bonnes secondes qui lui semblent interminables. Puis soudain, le visage bouge. Alors Kevin court dans la première pièce, il ferme vite la porte de gauche à clé et remonte en courant sans se retourner. Sa sœur est contre la porte d'entrée, assise par terre, complètement sous le choc. Kevin ferme vite la porte qui est en haut des escaliers du garage et lui demande ce qui s'est passé. Elle lui dit qu'elle est ressortie pour voir si elle apercevait quelque chose dehors, qu'elle a entendu Kevin crier qu'il allait appeler la police et qu'à ce moment-là, une forme noire et très grosse, semblable à un humain, mais à 4 pattes, avec un comportement presque bestial, a remonté les escaliers. S'est arrêté, l'a regardé, puis a sauté dans les broussailles pour s'enfuir. À partir de là, Kevin et sa sœur sont restés enfermés dans la maison et ont appelé leur mère et leur oncle est arrivé. Son oncle a fait le tour de la maison et a fouillé partout, mais il n'a rien trouvé. Plus tard, ils ont supposé que ça devait être des voleurs de métal qui étaient venus se servir, mais Kevin, lui, n'y croyait pas trop. Déjà parce qu'en attendant que quelqu'un arrive, ils ont continué à surveiller dehors et ont essayé de voir s'ils entendaient des bruits, et il n'y avait rien. Et ils n'ont même pas entendu de bruit de voiture partir, ni rien du tout, alors que là où la maison est située, on entend très bien les voitures sur la seule route qui permet de rejoindre la route principale. Et Kevin trouve ça très étrange que des voleurs de métal n'aient pas pris de véhicule pour transporter des métaux volés. Ensuite, ce qu'il dérange, c'est qu'il y avait quelqu'un de caché dans le placard et clairement, il ne comprend pas ce qu'il faisait dedans, surtout que ce placard était vide et que s'il avait voulu fuir en entendant Kevin descendre au garage, il aurait tout simplement pu sortir par la porte de gauche sans que Kevin puisse le voir, puisqu'il n'aurait pas pu l'avoir en visuel. Quoi qu'il en soit, ils n'ont jamais vraiment su ce qui s'était passé ce soir-là, ni ce qui aurait pu se passer si Kevin aurait décidé d'aller jusqu'à la porte de gauche, ou si sa sœur s'était plus avancée dehors, ou tout simplement s'ils étaient allés dormir. Cette histoire m'a tellement fait flipper. Bon, en vrai, peut-être que c'était tout simplement des voleurs de ferraille, mais il y a un détail qui m'a fait hyper flipper. C'est quand la petite sœur raconte qu'elle a vu une grosse forme noire qui ressemble à un humain, mais qui se tient à 4 pattes. Et en plus, elle explique qu'il marche bizarrement. Bref, j'ai imaginé la scène. J'en ai des frissons. Et aussi le délire de l'œil là dans le trou du placard. Qui plus est dans le sous-sol, au fin fond du sous-sol. Et en plus, c'est peu éclairé. C'est décidé, plus tard, je prendrai une maison de plein pied. Et maintenant, nous allons passer à l'histoire suivante. Donc au moment des faits, Maxime avait 18 ans et à l'époque il vivait en colocation avec un mec qu'on va appeler Adrien qui était très fêtard. Il sortait presque tous les soirs et rentrait toujours à des heures pas possibles, genre 4 ou 5 heures du matin. Maxime en revanche était assez casanier et il se couchait toujours aux alentours de minuit. Mais ce soir-là, il a eu envie de regarder sa série. Donc il se fait tranquillement du popcorn, ensuite il éteint toutes les lumières, il allume sa télé et se pose tranquillement dans son canapé avec sa couverture. Bref, une petite soirée Netflix tranquille, tout ce qu'il y a de plus banal. Mais vers 2 heures du matin, il entend un gros boom qui provient de la porte d'entrée. Il se retourne et voit Adrien, la tête baissée avec sa capuche sur la tête, se diriger vers lui. Il s'écroule la tête la première dans un oreiller du canapé avant que Maxime puisse voir son visage. Après un blanc de quelques minutes, Maxime lui demande comment s'est passée sa soirée, mais n'obtient aucune réponse. Il décide donc de lui laisser un verre d'eau sur la table basse et d'aller se coucher. Il verrouille la porte de sa chambre, il se glisse dans ses draps et s'endort. Mais vers 4 heures du matin, il entend Adrien tapoter avec ses doigts contre sa porte et murmurer des choses incompréhensibles. Sur le coup, Maxime n'est pas trop surpris, vu que quand son coloc est bourré, il est assez lourd. Mais au bout de 10 minutes de tapotement et de baragouinement, Maxime lui crie d'arrêter et d'aller se coucher. Adrien finit par s'arrêter et Maxime peut enfin se rendormir. Mais environ une demi-heure plus tard, Adrien se met à s'acharner sur sa poignée tout en poussant des grognements vraiment bizarres. Vraiment saoulé cette fois-ci, Maxime se lève et entrouvre la porte pour y passer sa tête. Adrien se tient face à lui, ses mains tiennent sa capuche sur sa tête baissée et il reste planté là sans rien dire ni rien faire. Maxime lui ordonne d'aller se coucher et cette fois-ci, il l'écoute. Le lendemain matin, Maxime se réveille vers 10h et est surpris de voir Adrien dans la cuisine. Vu son état la veille, il s'attendait à ce qu'il se lève à 14h. Il s'assoit en face de lui et lui raconte son comportement de la veille. Adrien le regarde bizarrement et après un blanc de quelques secondes, il lui sort « Mais de quoi tu parles ? Je suis restée dormir chez mon pote hier soir. » Et là, c'est la douche froide. Son comportement étrange, le fait qu'il ne voulait pas montrer son visage, quand Maxime y repense, c'était tellement évident. Adrien lui a aussi dit que lorsqu'il est rentré, la porte d'entrée n'était pas fermée à clé.
Pendant 2 semaines, Adrien a arrêté de sortir et est resté avec Maxime tous les soirs parce que ça l'avait traumatisé. 2 ans après cet événement, Maxime continue à se poser des questions. Qui était cet homme? Qu'est-ce qu'il lui voulait? Aucune réponse. L'histoire de Marie s'est passée il y a quelques années de ça. Elle était en vacances chez sa grand-mère et un jour, pendant un début de soirée, elle s'amuse dans le jardin et joue contre un mur avec une balle et une raquette de tennis. Elle joue comme ça pendant quelques minutes quand soudain, elle se sent observée. Elle se tourne donc vers l'endroit d'où elle sent cette sensation étrange et voit, derrière elle, dans le jardin de sa grand-mère, un homme. Très bien habillé, costard-cravate et même un chapeau noir. Mais ce qui paralyse Marie, c'est que cette personne n'est pas humaine. Et elle en est sûre et certaine, car tout le corps de cette silhouette était grisâtre et sombre comme une ombre. Quand l'homme voit que Marie l'a vu, il se met à lui crier dessus. Et de peur, elle jette sa raquette, court le plus vite possible jusqu'à l'intérieur de la maison. Une fois qu'elle se sent en sécurité, elle se remet de ses émotions et 30 minutes après, tout doucement, elle retourne à l'endroit où était cette chose. Mais plus rien, même pas une seule trace de son passage. Et Marie nous explique que si elle nous raconte cette histoire, c'est que récemment, alors qu'elle dormait chez son cousin, elle racontait cette histoire à son cousin et sa tante qui n'était pas loin l'a entendue. Et expliqua à Marie qu'un jour, pas loin de chez sa grand-mère, alors qu'elle était avec son amie dans un petit terrain d'herbe, elles ont vu un homme, ou plutôt une ombre, vêtue d'un costard noir avec un chapeau, ce qui bizarrement correspond parfaitement à la description de la chose qu'a vue Marie. Cette ombre appelait sa tante et son amie par leur prénom pour qu'elles viennent, mais elles sont parties en courant quand elles se sont rendues compte que toutes les deux la voyaient. La tante de Marie en avait parlé à sa grand-mère et apparemment, elles auraient été loin d'être les seules à voir cette ombre qui serait apparemment un curé qui vivait au XVIIIe siècle dans une église proche de chez sa grand-mère. Cela fait plusieurs mois que Marie a peur de retourner chez ses grands-parents. Bon, c'est quand même étrange cette histoire. Admettons qu'elle ait ressenti quelque chose, qu'elle ait ressenti une présence, ok. Admettons qu'elle ait vu une ombre, pourquoi pas. Mais carrément un homme en costard avec un chapeau, c'est chaud! J'ai bien aimé cette histoire parce que ça traite un petit peu du surnaturel. Après, est-ce que c'est vrai? Mais elle était quand même bien kiffante. Histoire suivante? L'histoire d'Inès s'est passée il y a 3 ans de ça, et elle avait 13 ans au moment des faits. C'était un samedi, elle était seule à la maison avec son frère de 10 ans. Ses parents ont l'habitude de les laisser seuls à la maison depuis ses 11 ans. Donc il devait être à peu près 19h, il faisait complètement nuit étant donné que c'était l'hiver, et Inès nous précise qu'elle vit à la campagne dans une impasse, donc si quelqu'un se trouve dans cette rue, c'est que la personne y habite. Et elle nous précise aussi qu'ils connaissent très peu leurs voisins. Elle nous dit aussi que dans sa maison, il y a une cuisine-véranda qui donne sur la terrasse et le jardin. Bref, le temps passe et Inès et son frère sont dans le salon en train de regarder un film. Quand l'heure du dîner vient, elle se rend dans la cuisine où se trouvait le plat réchauffé laissé par ses parents. Elle met le plat dans le micro-ondes et remarque que son chat qui était dans le jardin est collé à la porte et qu'il gratte avec ses pattes. Ce qu'elle trouve étrange, c'est que ça n'arrive jamais. Il traîne toujours dans le jardin et refuse toujours de rentrer dans la maison. Elle lui ouvre donc la porte et aussitôt, il rentre dans la maison avec une expression terrifiée. Elle tourne la tête vers la fenêtre et remarque une silhouette statique au milieu de son jardin. Elle fixe la silhouette pendant au moins 1 minute avant d'en être sûre à 100%. Il y a bien un inconnu dans son jardin qui fixe la maison. Étant totalement tétanisée, la sonnerie du micro-ondes la fait sursauter et se retourner. Le temps qu'elle regarde par la fenêtre, la personne avait disparu. Quand soudain, elle remarque que son frère n'est ni dans le salon, ni dans son champ de vision. Elle voit de la lumière dans le couloir d'entrée, elle s'y rend discrètement et elle voit son frère se retourner, la regardant en lui chuchotant « Inès, il y a un homme bizarre qui frappe à la porte. Il me dit que c'est papa, mais il n'a pas du tout la même voix. » Inès fixe la porte et effectivement, 30 secondes plus tard, des coups de poing très forts et insistants se font entendre sur la porte. Inès et son frère sont paralysés, ils ne savent plus quoi faire. Elle pense à sauter par la fenêtre de sa chambre, mais abandonne vite cette idée, étant donné que 6 mètres séparaient sa chambre du sol. Il lui faut 1 minute pour au final attraper la main de son frère, le tirer dans les escaliers et s'enfermer avec lui dans sa chambre. Une dizaine de minutes plus tard, Inès et son frère entendent une voiture se garer devant la maison, quelqu'un courir et la porte de la maison s'ouvrir. Inès pense d'abord que la personne est rentrée dans la maison, elle pleure de peur et ne sait plus quoi penser. Elle entend que quelqu'un monte dans les escaliers et quelques secondes plus tard, la poignée de sa porte commence à bouger. Quand la porte de la chambre s'ouvre, une silhouette apparaît et Inès regarde de plus près
Et c'est son père. Son père rentre dans la chambre et les serre fort dans ses bras. Juste après, ils ont découvert qu'un coup de couteau avait été porté sur sa porte d'entrée. Le lendemain matin, les infos tombent. Et ce qu'entend Inès la terrifie. Son voisin, qui habite au bout de sa rue, a été sauvagement assassiné par plusieurs coups de couteau. Le meurtrier n'a jamais été retrouvé. Encore aujourd'hui, Inès a encore peur que cette personne revienne terminer ce qu'elle a commencé. Alors, c'est l'histoire de Thibaut, et Thibaut nous explique qu'il est très insomniaque. Cependant, c'est ses insomnies qui lui ont sauvé la vie. Donc Thibaut, à l'époque, habitait chez ses parents, et ce soir-là, ses parents n'étaient pas à la maison. Il faisait un voyage en amoureux, le laissant seul chez lui. La journée se passe, et une fois rendu vers minuit, il va se coucher en prenant soin de verrouiller les portes et d'éteindre toutes les lumières. Une fois dans son lit, les heures défilent, et pas moyen de trouver le sommeil. À 3 heures du matin, non seulement il est encore réveillé sans même être fatigué, mais en plus, il s'ennuie. Comme il n'arrive vraiment pas à s'endormir, il se dit qu'il pourrait s'occuper un peu pour faire passer le temps plus vite. Il est donc dans la noirceur de sa chambre à se questionner sur ce qu'il pourrait éventuellement faire pour s'occuper. Quand à un moment donné, il remarque un petit tapotement qui semble provenir de sa fenêtre. Il précise que sa chambre est au sous-sol et que donc sa fenêtre est à hauteur du sol avec 2 arbustes à côté de sa fenêtre. Donc sur le coup, il s'imagine qu'il s'agit des branches qui bougent et cognent contre la vitre. Cependant, le bruit du tapotement n'est pas constant. Parfois, il s'agit d'un tapotement, mais parfois d'un grattement ou d'un bruit de métal. Sans vraiment s'inquiéter, il commence à se questionner sur la source du bruit, car ça ne peut pas être les arbustes, et juste avant qu'il se lève pour ouvrir ses volets, il entend un clic très familier. Il s'agit du bruit que fait son verrou lorsqu'on ouvre sa fenêtre. Ce clic lui gèle le sang, mais pas autant que le lent glissement de sa fenêtre pour l'ouvrir. Et la voix d'un homme qui dit « Oui, c'est ouvert ». Thibaut est pris de panique. Il y a au minimum 2 personnes juste devant sa fenêtre qui veulent rentrer chez lui et qui viennent d'ouvrir sa fenêtre. Thibaut panique et son cœur bat à toute vitesse. Mais plus que la peur, la colère commence à l'envahir. Et il se dit qu'ils n'entreront certainement pas chez lui. Et étant un fan de médiéval, sur le mur derrière lui, il y a des épées. Il prend donc la plus aiguisée d'entre elles et la place là où la fenêtre s'ouvre. Et il se met à hurler à plein poumon en faisant passer la lame entre les volets d'un coup sec, et il peut sentir qu'il touche quelque chose. Il prend donc un peu de recul, s'élance et redonne un second coup quand il entend des pas qui s'éloignent et une voiture démarrer et partir. Épée toujours à la main, il ouvre ses volets pour confirmer qu'ils sont partis. Il ferme et bloque le plus vite possible sa fenêtre et appelle la police. Et c'est là qu'il voit que la pointe de sa lame est couverte de sang et qu'il prend peu à peu conscience de ce qui vient de se passer. Sa théorie est que comme il n'y avait ni lumière d'allumée ni véhicule dans la cour, les personnes qui étaient derrière sa fenêtre ont dû penser que la maison était vide et donc facile à cambrioler. La fenêtre de Thibaut est la moins exposée, toutes les autres font face à la rue et sa chambre était donc pour eux le point d'accès le plus facile. Donc si Thibaut avait réussi à s'endormir, les hommes lui seraient littéralement tombés dessus. Thibaut n'a jamais revu ni entendu parler de ces individus, mais il termine en nous disant que oui, son insomnie lui a très certainement sauvé la vie. Il est mardi et Tom rentre des cours et est très fatigué. Quand il rentre enfin chez lui, il va dans sa chambre et décide de jouer à la play, mais comme d'habitude après quelques minutes, il a très soif. Alors il décide de sortir de sa chambre pour aller boire, mais en essayant de sortir, la porte de sa chambre est bloquée et impossible de sortir. Sa femme de ménage étant présente chez lui, il décide de l'appeler. Elle arrive et dévisse la poignée de sa porte, mais ça ne change rien. Sa porte est toujours bloquée. Alors il décide d'appeler sa mère, qui appelle directement un serrurier. Le serrurier arrive 3 heures après et le délivre enfin grâce à une radio de serrurier. Vous savez, c'est une technique qu'utilisent les serruriers pour débloquer les portes. Ils utilisent en fait des feuilles comme les radios pour votre squelette. Vous la passez dans la fente de la porte et puis normalement ça se débloque. Je sais pas si vous voyez. Bref, Tom peut enfin sortir de sa chambre, mais le serrurier lui explique des détails pas très importants et en même temps qu'il lui explique ces détails, il est devant Tom dans sa chambre, donc il a le temps de voir l'intérieur et de voir que Tom possède beaucoup d'objets de valeur. Puis, après lui avoir expliqué quelque chose pendant 5 minutes, le serrurier décide soudainement de ne plus vouloir expliquer à Tom, mais à sa mère. Tom trouve ça un peu bizarre, mais bon, il passe. Il lui dit que sa mère arrive dans longtemps et qu'elle le réglera plus tard, mais il insiste et lui dit qu'il attendra dans l'entrée que sa mère arrive. Tom le laisse donc attendre dans l'entrée en se disant qu'il ne peut rien voler car il n'est vraiment pas loin et que sa femme de ménage est juste à côté de l'entrée. 35 minutes plus tard, sa mère arrive. Le serrurier lui explique donc la situation et sa mère le remercie et le paye. Avant de partir, le serrurier dit à la mère de Tom qu'il va cacher une radio devant la porte au cas où il serait bloqué. Sa mère et le serrurier choisissent une cachette
cachette qui est devant son palier d'immeuble, dans une petite armoire qui se trouve à gauche devant la porte. Les seules personnes qui avaient connaissance que la radio se trouvait là étaient donc la mère de Tom, le serrurier et le père de Tom. Après cette histoire, 2 jours passent, il est jeudi, Tom rentre de cours, il termine à midi et il décide de se mettre dans son lit pour regarder des vidéos. 3 heures passent et tout d'un coup, Tom a un mauvais pressentiment. Il se sent mal. Il décide donc d'aller boire et en revenant de sa cuisine, il entend tout d'un coup des bruits sur sa porte d'entrée. Il court prendre son téléphone et regarde dans l'œil de la porte. Et là, panique. Il voit quelqu'un derrière sa porte en train d'essayer de l'ouvrir. Tom crie « Bonjour, est-ce que vous pouvez dégager ?» Et la personne reste près de sa porte. Tom décide donc de crier « Papa !» alors qu'il n'est pas chez lui. Et là, la personne court dans les escaliers et hurle de frustration. Le père de Tom n'est pas avec lui, il n'y a personne chez lui, donc Tom est tout seul. Il décide d'aller directement chercher un couteau au cas où la personne reviendrait. Il appelle immédiatement sa mère qui fait venir son père qui est en réunion à 5 minutes. Quand son père arrive, il ne croise personne dans son immeuble. Mais il regarde dans l'armoire où était cachée la radio et la radio n'était plus là. Et Tom se rappelle des seules personnes qui savaient où était la radio, soit son père, sa mère et le serrurier. Son père, qui doit repartir au travail, appelle directement la police et quand la police arrive, elle interroge Tom et grâce à son témoignage, interpelle le serrurier chez lui. Et après les perquisitions, la police a découvert qu'il possédait des photos de Tom. Après avoir su ça, ce fut un choc pour Tom. Car s'il n'avait pas eu un mauvais pressentiment et qu'il n'avait donc pas enlevé ses écouteurs, la personne serait rentrée chez lui et l'aurait probablement kidnappé ou tué. Bon, c'est chaud cette histoire. Au début, j'avais pas compris pourquoi ils avaient caché la radio dans le palier, parce que du coup le problème c'était la porte de la chambre de Tom, mais j'en ai conclu que c'était une excuse bidon du serrurier pour au cas où si toute la famille est bloquée avec la porte d'entrée. Et du coup malheureusement la famille s'est fait avoir. Après heureusement il n'est rien arrivé à Tom, enfin il en a fallu de peu, mais c'est quand même allé hyper loin parce que le gars avait des photos de Tom chez lui. Morale de l'histoire, il ne faut faire confiance à personne, pas même au serrurier. Histoire suivante. Alors cette histoire est racontée par Minichou. J'ai pas son prénom donc on va lui inventer un prénom. Les 2 premières histoires c'était des garçons. Bon bah on va dire que c'est une fille. Et on va l'appeler Léa. Avant de commencer d'ailleurs, la personne qui a écrit ce thread nous précise qu'elle écrit des histoires qu'elle a vécues pour en faire un petit bouquin. Donc je vous mets son pseudo de Reddit, comme ça vous pourrez suivre ses aventures. Quand cette histoire s'est déroulée, Léa avait entre 4 et 6 ans. Sa famille et elle vivaient dans un petit village en Normandie. Sa maison était très petite, très vieille et mal isolée. Ils ont vécu plusieurs épisodes étranges dans cette maison, des expériences dont ils n'ont toujours pas trouvé de réponse rationnelle ni scientifique. Il n'y avait même pas de toilette à l'intérieur avant que ses parents refassent les travaux. Sa chambre a été d'ailleurs construite dans le grand cellier au fond. Elle était assez petite mais très agréable. Une chambre avec au mur de droite une petite fenêtre et des volets en bois et son lit était en dessous de la fenêtre. Léa ne fermait presque jamais les volets, elle aimait bien regarder les étoiles, mais selon sa mère, elle n'y dormait pas vraiment bien. Plus le temps passait, plus elle se plaignait la nuit et ne voulait plus dormir dans sa chambre. Léa se souvient d'une nuit effroyable. Cette nuit-là, elle s'en souvient encore aujourd'hui, 15 ans après. Sa famille et elle entendaient souvent des pas au grenier, des pas qui semblaient courir, traversant la maison rapidement. Des fois, ces pas semblaient être suivis par d'autres, comme si une famille se mettait à courir au travers de la maison. Mais le grenier n'était pas plus haut de 30 cm. Des chats, des souris, le voisin n'a rien trouvé en allant voir. La cour du voisin était collée à leur maison, et lui, qui était fermier, aurait vu s'il y avait des chats qui rentraient dans le grenier. Donc cette nuit-là, Léa dort paisiblement, le vent frappe ses volets, qui claquent sur le mur de sa chambre, et elle sent un courant d'air. Elle n'y prête pas vraiment attention car cette maison est remplie de courants d'air. Mais au bout d'un moment, elle se réveille brusquement par un bruit anormal. Quelqu'un a frappé à sa fenêtre. Elle sent sa respiration s'accélérer et ne veut pas se retourner. La pauvre Léa avait peur du noir et des monstres, donc elle reste paralysée. Mais au bout d'un moment, elle se retourne quand même. Sa curiosité a pris le dessus. Il fait à peine jour et quand Léa se retourne, elle voit une ombre devant sa fenêtre. On dirait une femme. Elle a les cheveux longs et noirs. Léa ne voit pas son visage, mais il est collé à la fenêtre, les mains autour, formant une ombre. Elle se cache très vite sous sa couette, elle crie, elle pleure, elle se demande qui est cette femme, elle est paniquée et prie pour qu'elle parte. Léa reste toute la nuit éveillée sous sa couette et ne peut pas sortir de son lit tellement elle est tétanisée.
Quelques jours plus tard, ses parents vivent une expérience inexplicable. Ils dorment dans leur chambre à côté de celle de Léa, quand soudain, le bout du lit se soulève, comme si une force aurait attrapé les pieds et aurait tiré pour décoller le lit du sol. Puis, cette force a lâché, laissant retomber le lit brusquement, ce qui réveille immédiatement ses parents. Ils ont senti la même chose en même temps. Étrange. Et la même nuit, autour de Léa de ressentir une nouvelle fois cette présence. Elle entend encore toquer à sa fenêtre. Elle sait très bien ce qui l'y attend. Elle ouvre les yeux, mais ne se redresse pas. Le visage de la femme est collé à la fenêtre, mais elle ne regarde pas Léa. Elle regarde au loin, comme si elle n'avait pas remarqué qu'elle était là. Sous elle, à moins de 20 cm. Léa, par contre, la voit très bien. Elle a bien de longs cheveux noirs. C'est bien une femme. Elle a le teint gris, les yeux orange-rouge, mais elle n'a pas l'air effrayante. Léa bouge un peu et la femme la remarque. La femme baisse son visage pour apercevoir celui de Léa. Elle est toujours à l'extérieur, mais ouvre son rideau qui est à l'intérieur pour la regarder. Léa ne se souvient pas d'avoir eu peur. Elle avait plutôt l'impression qu'elle était bienveillante. Léa sent la présence de cette femme tous les soirs. Elle sait qu'elle est là. Elle la regarde. Et depuis, elle ne fait plus entièrement ses nuits. Léa ne sait pas ce que cette femme lui voulait, mais c'est après 15 ans, en discutant avec un homme très axé spiritualité, il lui informe que cette dame venait vérifier et les protéger de ce que se trouvait à l'intérieur de leur maison, notamment l'espèce de poltergeist qui avait agressé ses parents. Léa a déménagé depuis et elle ne l'a plus jamais revue. Bonjour, je m'appelle Sophia et l'année dernière j'ai emménagé dans une maison de village. Une grande maison qui est au premier et au deuxième étage. Le rez-de-chaussée appartient aux voisins, donc la porte d'entrée est de l'autre côté de la rue. J'emménage avec mon conjoint qui est militaire et qui est souvent en déplacement. Donc la première semaine, celle de l'emménagement, il est là, tout se passe bien, et la semaine suivante, il ne peut pas rentrer. Je me trouve donc seule avec ma chienne. Toute la semaine, je vois des trucs bizarres. Des lumières allumées quand je rentre du travail le soir, des portes ouvertes alors que je pensais les avoir fermés, des petits objets que je pensais avoir laissés sur la table et qui se retrouvent sur un meuble à côté. Bref, que des petits éléments comme ça. Rien de grave, et étant dans une nouvelle maison, évidemment, je rationalise. Et je me dis que c'est moi qui fais pas attention. Donc, ça m'inquiète pas plus que ça. La semaine passe, et le mardi suivant, mon compagnon rentre à la maison seulement pour la soirée. Je travaille dans la restauration, donc quand il rentre, je suis déjà au travail. Fin de service, je regarde mon téléphone, et là, je vois 7 appels manqués, et un message qui me dit « Rappelle-moi dès que tu peux ». Je commence à paniquer un peu, à me dire que ma chienne a eu un souci. Évidemment, c'est à elle que je pense tout de suite. Alors j'appelle mon compagnon et il m'explique que c'est rien de grave, qu'il s'est passé un truc très bizarre à la maison, que du coup il a dû défoncer la porte de la chambre, mais qu'il m'expliquera mieux quand je rentrerai. Alors là, je comprends vraiment pas. Je rentre et il m'explique que dans la soirée. Il était posé sur le canapé dans le noir seul, la lumière de la télé éclairait un peu la pièce, il était sur Apex avec le casque, donc il était concentré sur la télé, et il a entendu la chienne aboyer. Ça lui arrive souvent, donc il a pas fait attention. Et de toute façon, avec le casque, ça le gênait pas. Elle s'est vite arrêtée, donc bon, rien de grave. Passé un moment, il a voulu aller dans la chambre récupérer son téléphone. Sauf que, au moment d'ouvrir la porte, pas moyen. Elle était fermée à clé. Seul problème, cette porte a un verrou qu'on peut fermer de l'intérieur de la chambre, mais de l'extérieur, il faut obligatoirement une clé. Clé qu'on n'a pas évidemment, sinon c'est pas drôle. Donc là, gros stress. Il se dit qu'il doit y avoir un problème, le verrou s'est coincé ou quoi? Il essaye pendant un bon moment et il arrive pas à ouvrir la porte. Et c'est là qu'il décide de l'enfoncer. Merci la formation militaire. Il a fait ça proprement, la porte a pas trop souffert. Il regarde partout et personne dans la chambre. Il s'inquiète un peu, donc il vérifie quand même partout dans la maison et il voit personne. Donc bon, on passe à autre chose. Le lendemain, ma famille doit venir manger à la maison. Ils arrivent, je leur fais visiter et arrivé au deuxième étage, je leur montre la pièce. C'est une grande pièce qui donne sur une terrasse et sur un grenier. Et ensuite, je vais pour leur montrer le grenier. Et là, je vois la porte ouverte et la lumière allumée. Alors pour le reste, je me dis ok, mais là, je fais vraiment attention parce que c'est un vieux grenier et je veux pas que ma chienne y aille. Donc je fais très attention à ce que la porte reste fermée. Je me dis que c'est mon conjoint qui est monté et qu'il l'a laissé comme ça. Donc je vais pour lui dire de faire attention et il me dit que non, qu'il n'est pas monté dans le grenier la veille. Bon, je commence à me dire que c'est pas normal. Mais en même temps, je sais pas trop quoi en penser ni quoi faire. Alors bon, je zappe, c'est pas grave. Et puis là, c'est les pires jours de ma vie. Mon conjoint repart ce soir-là et de nouveau, je me retrouve seule dans la maison avec la chienne. Le lendemain, donc jeudi soir, je rentre du boulot et de nouveau, la lumière du salon
est allumée. Je vois que ma chienne a l'air stressée, alors je commence à angoisser de plus en plus. Je fais le tour de la maison et je vois rien. Je laisse tomber, mais je commence tellement à flipper que je vais dormir en prenant ma chienne avec moi. Et je nous enferme dans la chambre. Bon, a priori, si t'as vraiment un type dans la maison, vu ce qu'il s'est passé, il a la clé. Donc c'est pas hyper utile, mais ça me rassure. De nouveau, le lendemain, le vendredi soir, quand je rentre du boulot, je trouve de nouveau la chambre et le couloir allumés. Et ma chienne en panique. Mais une vraie panique. C'est la première fois que je la vois comme ça. Elle pleure, elle tremble, j'arrive pas à la calmer. Alors je sors de la maison avec elle et je pars faire un tour dans le village. Au bout de presque une heure, ma chienne finit par être calme, alors je décide de rentrer. Quand j'arrive, je me dis de plus en plus que quelque chose se passe dans la maison. Je sais pas quoi, mais c'est pas normal. Alors de nouveau, je fais le tour de la maison. Je vois personne, mais je vois que ma chienne a fait pipi sur le lit. Alors j'attrape les draps, je mets tout dans la machine à laver en me disant que je lancerai la machine le lendemain matin. Je vais me coucher, je prends ma chienne et je m'enferme dans la chambre encore une fois. Je suis claquée, mais je dors pas de la nuit. Et le lendemain, je dois me lever tôt pour aller au boulot à 10h. Bref, au bout d'un moment, j'arrive à m'endormir et nous voilà le lendemain. Je lance la machine avec les draps et je pars au travail. Vers 14h, je rentre à la maison et je me dis de suite que je vais étendre les draps. Alors je sors le linge et en sortant les draps, je vois un petit truc tomber. Je me penche pour voir ce que c'est et là, je vois 2 mégots, des clopes roulées qui étaient au milieu des draps. Et là, je vrille, je pète un câble, c'est pas possible. J'appelle mon conjoint en panique, je lui explique tout. Je lui dis que c'est pas possible, que quelqu'un vient dans la maison quand je suis pas là, que je comprends pas comment il fait, mais c'est clairement quelqu'un. Évidemment, il essaye de me calmer, de me rassurer. Et il me dit qu'il va s'arranger avec son lieutenant pour rentrer au plus vite, que je dois rentrer me poser et qu'il va demander à un bon copain de venir. 10 minutes après, le copain arrive. Je lui explique tout, il commence à fouiller la maison et arrivé à l'étage, on ouvre le grenier. Pareil, on fouille et au fond du grenier, dans un petit renfoncement, on voit un vieux sac de course. On l'attrape et à l'intérieur, on voit des canettes de bière vides, des emballages de sandwich vides, un vieux caleçon sale, des clopes, une culotte, génial. Bref, tout le pack du parfait squatter. On rappelle mon compagnon, il nous dit de laisser le sac comme ça, de rien toucher et qu'il arrive de suite. Quand enfin il arrive, on fait venir la gendarmerie, on contacte les proprios, etc. Mais malgré tout ça, on ne sait toujours pas qui est ce fameux squatter. Mais même si on n'a jamais vu le mec, on a fini par se dire que c'était l'ancien locataire. Le propriétaire avait eu plein de problèmes avec lui. Ils ont dû faire venir les gendarmes et les huissiers pour le dégager de la maison. Mais visiblement, il avait gardé les clés. Et en le cherchant dans le fichier gendarmerie, on a vu qu'il avait un bon dossier sympathique, à base de drogue, d'alcool, de cambriolage, de violence et de viol. Méga cool de l'avoir eu comme coloc pendant une semaine. Évidemment, on a fait changer la serrure, on a installé des caméras à l'intérieur au cas où, et on n'a plus eu de problème. Bon, du coup, quand vous emménagez dans une maison, vérifiez bien que vous avez pas un squatter. Non, parce que même un an après, je flippe encore de trouver quelqu'un chez moi. Ça reste ce genre de conneries. Bon, du coup, vous avez bien tous écouté son conseil, qui est ma foi un très bon conseil. Bon, faut pas être trop parano non plus, mais on sait jamais, comme quoi, vous voyez, ça peut arriver à n'importe qui. En tout cas, moi je pense que clairement, ils ont raison, en fait, c'est l'ancien locataire. C'est l'ancien locataire qui squatte, vu les problèmes que les proprios ont eu avec lui et tout ça, je pense clairement que oui, c'est l'ancien locataire. Donc, quand vous emménagez quelque part, faites bien attention que les serrures soient neuves ou alors changez-les, parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver. Bref, on n'a toujours pas eu assez de frissons, bien entendu. Donc, nous allons passer à la deuxième histoire. Bonjour, je m'appelle Célia et je vais vous raconter une expérience traumatisante qui m'est arrivée il y a pas très longtemps. Et si possible, trouver une explication. Cette histoire s'est passée en 2020 et à l'époque j'avais 18 ans. Pour la rentrée de septembre, j'emménage pour ma première année de fac dans un appartement en colocation avec une amie à moi et tout se passe bien jusqu'au mois de novembre. Il faut d'abord savoir que notre appartement se trouve dans une résidence sécurisée, qu'il faut un badge pour entrer dans la résidence et un badge pour entrer dans les différents bâtiments. Autre chose à savoir, notre appartement se trouve au rez-de-chaussée, ce qui fait que le balcon situé dans la cuisine-salon, pièce où ma colocataire dort, arrive pile au même niveau que le toit des garages. Notre première année de fac a été plutôt spéciale, parce qu'on l'a passé totalement en distanciel. Distanciel oblige, on restait chez nous la plupart de la journée, et à cause du couvre-feu, on ne pouvait pas non plus sortir le soir.
Un mercredi soir, fin novembre, on finit de manger vers 22h. Après avoir débarrassé, on part toutes les deux dans notre coin. Moi dans ma chambre et ma coloc va se poser sur son lit dans le salon. Notre appartement est très petit, il fait 30 mètres carrés. Dès qu'on entre, on arrive dans un couloir. Immédiatement sur la gauche, il y a ma chambre. Si on continue plus loin dans le couloir, on tombe sur la salle de bain, aussi à gauche. Et au bout du couloir, on arrive sur la cuisine-salon. Donc l'endroit où ma coloc dort et ma chambre sont à l'opposé. Je me pose sur mon lit avec mon ordinateur et mon casque et regarde des vidéos comme tous les soirs. Vers 22h30, ma coloc débarque dans ma chambre et vient s'asseoir sur mon lit à côté de moi pour me montrer quelques vidéos. On parle un peu et rapidement je remets mon casque et me replonge dans mes vidéos. D'habitude, ma coloc repart immédiatement se poser sur son lit. Mais ce soir, elle est restée assise à côté de moi à scroller sur son téléphone. Une dizaine de minutes plus tard, un bruit extrêmement fort résonne dans l'appartement. Je mets ma vidéo en pause, retire mon casque et regarde ma coloc qui, sans lever le nez de son téléphone, me dit « Les voisins sont déchaînés ce soir. » Et pour cause, toutes les demi-heures, on entendait toquer à la porte d'entrée de la voisine. Et ma coloc pensait que c'était ce bruit-là qu'on venait d'entendre. Pour la simple et bonne raison que la porte d'entrée de la voisine et la nôtre sont collées et qu'on dirait que ça toque chez nous. Je regarde ma coloc perplexe et lui demande si elle est bien sûre que le bruit qu'on vient d'entendre vient de la porte d'entrée de la voisine. Ce à quoi elle répond sans hésiter « Oui ». Très peu convaincue, je décide de remettre mon casque sur une seule oreille parce que quelque chose me dérange dans le bruit qu'on a entendu. Oui, c'est bien un bruit de toquage, mais non, c'est pas le bruit de quelqu'un qui a toqué sur une porte en bois, mais de quelqu'un qui a toqué sur du double vitrage. Bref, je lance ma vidéo et au bout d'une dizaine de secondes, le même bruit retentit dans l'appartement. Et cette fois, j'en suis sûre, ce bruit ne vient pas de la porte d'entrée de la voisine, mais de notre salon. Mais ce que je prenais pour un toquage était en fait du tambourinage. La personne qui est devant notre porte-fenêtre est déterminée à défoncer la vitre. J'enlève mon casque, je me relève et me retourne vers ma coloc qui n'a toujours pas relevé les yeux de son téléphone. Alors que ça fait bien une vingtaine de secondes que quelqu'un s'acharne sur la vitre dans le salon. J'ai un bug d'une dizaine de secondes avant de demander « Tu te fous de ma gueule ?» Ma coloc relève la tête de son téléphone et me regarde sans comprendre. Je pointe du doigt le couloir avant de lui dire que ce fameux bruit ne vient pas de chez la voisine, mais de notre salon. Il faut bien une dizaine de secondes avant que ma coloc comprenne ce que je viens de lui dire et qu'elle me réponde « Non mais arrête, tu me fais peur, c'est pas drôle !» Choquée par le fait qu'elle se rende pas compte que ce bruit vient de chez nous et surtout que c'est sur une fenêtre que la personne se déchaîne et non sur une porte en bois. C'est presque en criant que je lui réponds que c'est absolument pas une blague. En voyant ma tête paniquée, elle se lève du lit et s'approche du couloir en me demandant « Je vais voir ?» Sachez que pendant tout ce temps, l'inconnu ne s'est jamais arrêté de frapper. On va toutes les deux dans le couloir et en arrivant au niveau de la cuisine, ma coloc jette un coup d'œil à la porte-fenêtre, mais les rideaux étant descendus, on ne voit absolument pas qui est devant chez nous. On arrive à choper 2 couteaux sur le plan de travail de la cuisine avant de retourner dans le couloir. Pendant ce qui nous semble être une éternité, on reste dans le couloir, les mains tremblantes, ne sachant pas du tout quoi faire. Peut-être appeler la police? Au bout de 2 minutes, les coups s'arrêtent et le silence revient dans l'appartement. Avec ma coloc, on se lance un regard de soulagement en se disant que c'est terminé et que la personne est partie. Mais on a à peine le temps de souffler qu'un autre bruit attire notre attention. Ce bruit, c'est des pas au niveau du toit des garages qui est recouvert de gravier. Les bruits de pas partent de la cuisine et se dirigent vers ma chambre, où heureusement les volets sont fermés. Les pas s'arrêtent devant ma fenêtre et encore une fois, le silence revient. On est toujours dans le couloir à se demander ce qu'on peut faire quand une idée me vient à l'esprit. Et non, ce n'est toujours pas appeler la police. Avec la fiesta dans l'appartement d'à côté, ils doivent au moins être une dizaine dans l'appart. Donc je me décide à aller toquer chez la voisine pour demander de l'aide. Petit bémol, c'est que dans la panique, je réfléchis pas et j'y vais comme ça. Comme ça, c'est-à-dire avec le couteau toujours dans ma main. Évidemment, les voisins n'ont jamais répondu et en même temps, ça se comprend. En revenant dans l'appart, j'explique à ma coloc qu'ils n'ont pas ouvert. Et là, elle me sort un move de film d'horreur et dans le plus grand des calmes me dit « Pas grave, je vais aller voir dehors ». Je lui réponds que c'est bien trop dangereux, on sait pas qui c'est, on sait pas ce qu'il veut et on sait pas s'ils sont plusieurs. Néanmoins, elle décide quand même de sortir. Je passe les 30 secondes les plus longues de ma vie à l'attendre à l'entrée du bâtiment avant qu'elle ne revienne. Une fois revenue, elle me dit qu'elle a vu un homme d'à peu près 1m85 descendre du toit des garages et entrer dans le bâtiment d'en face. Après ça, on est rentré chez nous et on a clairement passé une nuit de merde parce qu'on avait peur qu'à tout moment le mec revienne. Depuis, il ne s'est rien passé d'aussi bizarre et on n'a eu aucune nouvelle. On ne sait pas qui c'était, on ne sait pas pourquoi cet homme toquait à notre fenêtre et on ne sait pas non plus ce qu'il voulait. Par contre, ce qu'on sait, c'est que depuis cet événement, ni elle ni moi n'ouvrons la porte quand quelqu'un toque, même en pleine journée, que ce soit un livreur ou une personne de notre famille. Ça donne pas envie de vivre seule. Enfin, je dis ça. Mais t'es seule, pauvre quiche. Bref, moi ce qui m'épate c'est ses voisins. Je veux dire, même si ils ont vu au pire dans le petit trou de la porte qu'elle avait un couteau, bon, ils sont à plusieurs. Ils auraient pu ouvrir quand même, je sais pas. Et sinon pour le gars, ouais, moi j'ai pensé plutôt à quelqu'un de bourré, tout simplement. Je sais plus si elle a précisé le jour, mais bon,
je sais pas, peut-être que c'était un jour de fête pour les étudiants, qu'en sais-je. Mais après, peut-être pas. Et même juste bourré, en fait, bah non, c'est hyper flippant. En tout cas, ça donne clairement pas envie de vivre au rez-de-chaussée. Je sais pas si certains d'entre vous vivent au rez-de-chaussée, mais moi, c'est vraiment une hantise. Pour moi, c'est hors de question que je vive au rez-de-chaussée. Je suis trop parano, je me ferai trop de films. Je suis très bien dans mon dernier étage, y a personne qui peut m'embêter. Bon, en tout cas, encore une fois, hein, quand il vous arrive des trucs comme ça, je trouve que c'est pas mal ce qu'elle a fait à appeler, toquer chez ses voisins. Après, ils ont pas répondu, donc dans ce cas-là, moi j'aurais appelé la police, hein, je crois. Bah, en vrai, je dis ça, mais je sais même pas comment j'aurais réagi. Avec la peur et tout, on sait pas. Bon, en tout cas, il aurait rien arrivé, c'est le plus important. Mais j'avoue qu'il faut faire attention quand même. Il y a des sacrés malades ou des gens juste bizarres. Bon, sur ce, prochaine et dernière histoire. Bonjour, je m'appelle Jonathan et j'ai décidé de vous raconter une horrible histoire qui m'est arrivée à moi et à ma copine. C'était en décembre 2017, ma copine et moi avions pour projet, une semaine avant Noël, de partir dans les Alpes pour aller skier. Nous avions réussi à prendre nos jours de congé ensemble, donc le premier soir de congé, ma copine regarde sur Airbnb les logements qu'on pouvait avoir. Elle m'appelle et me dit qu'elle a trouvé un super chalet à 100 mètres des pistes. Un chalet hyper moderne en duplex à seulement 500 € les quelques jours. On est hyper hypé et on décide de prendre réservation. Bonne nouvelle, dans la soirée, le proprio nous répond et nous dit que tout est ok pour lui et qu'on peut venir dès le lendemain à partir de 11h. Alors on prépare nos affaires et on va se coucher. Le matin, réveil à 7h et départ à 8h30. La route se passe super bien, on rigole, on est très heureux d'aller pouvoir skier et on arrive enfin aux alentours de midi. On arrive au chalet, on pose nos affaires, on les range et directement on va skier. On passe 2-3 bonnes heures à skier, puis on rentre au chalet. Mais en arrivant au chalet, ma copine met les clés dans la serrure et la porte s'ouvre directement. Je dis donc à ma copine qu'elle aurait dû faire gaffe quand elle est partie et elle me dit qu'elle avait bien fait attention de fermer la porte à clé. Bref, on n'y prête pas plus attention et on décide d'aller se reposer. On monte les escaliers car la chambre était en haut, on se repose et 2 heures plus tard, il était 19h, on commence à préparer une bonne raclette pour se faire plaisir au moral mais aussi au ventre. Étant fumeur, je dis à ma copine que j'ai envie d'aller fumer une cigarette pendant qu'elle met les pommes de terre à cuire. Je sors dehors et fume tranquillement ma cigarette. Dehors, c'est la nuit noire, mais genre noir vraiment noir. Je peux juste voir la neige qui est à 2 mètres de moi. J'arrive vers la fin de ma cigarette quand j'entends ma copine m'appeler avec une toute petite voix. Je rentre et parle fort en lui disant « Qu'est-ce qu'il y a ?» et elle me dit « Chut, tais-toi, je suis sûre d'avoir entendu un bruit là-haut. » Mais je lui réponds que c'est sûrement le bois qui travaille. Mais à ce moment-là, mon sang ne fait qu'un tour. J'entends un gros craquement comme si quelqu'un marche en haut. Là, ma copine commence à pleurer de peur et puis d'un coup, plus un bruit dans l'appartement. Je dis à ma copine de rester en bas et de se tenir près de la porte si jamais je venais à crier. Je décide de prendre une lampe torche qui est en bas et de pas allumer la lumière au cas où il y a quelqu'un et je commence à monter les escaliers en étant assez stressée de ce que je peux découvrir là-haut. Je continue à monter les escaliers et avec ma lampe torche j'éclaire le haut et rien du tout. Il y a personne. Je dis à ma copine qu'il y a rien là-haut. Je redescends et on décide de manger puis d'aller se coucher. Mais durant la nuit, je me réveille avec un mauvais pressentiment. Je me rappelle que c'était aux alentours des 1h du matin. Ma copine, elle, dort à ce moment-là et m'étant réveillée, je sais que ça va être très compliqué pour que je me rendorme. Et comme je l'imaginais, je commence à habituer mes yeux au noir. Donc je mets mon jogging, mes chaussettes, mon t-shirt et en essayant de pas faire de bruit, je commence à m'avancer vers les escaliers quand je vois une lumière en bas. Là, mes poils se hérissent. Il y a aucune télé dans l'appartement. Je décide de réveiller discrètement ma copine en lui expliquant qu'il y a bien quelqu'un en bas. Je lui dis directement d'appeler la police en essayant de faire le moins de bruit possible. Et à ce moment-là, je sais pas ce qui me prend. J'ai un élan d'adrénaline pensant que cette personne-là peut faire du mal à ma copine. Je commence à hurler fort et je vois que la lumière s'estompe d'un coup et que quelqu'un commence à courir vers la porte. Alors je commence à descendre les escaliers en courant et vois la personne. C'est un homme assez grand mais hyper fin. En m'entendant hurler, ma copine hurle à son tour et là j'arrive devant l'homme et je lui décoche une droite que jamais de ma vie j'aurais pu penser mettre à quelqu'un. Et à ce moment-là, mon agresseur tombe au sol. Je me jette sur lui et enchaîne des coups de poing sur son visage. Ma copine, comprenant que c'était l'homme qui criait, descend et me maîtrise. Je me calme, mais je continue à le tenir de toutes mes forces en attendant que la police arrive. 10 minutes plus tard, la police arrive et menotte le mec. Ma copine et moi sommes restés éveillés toute la nuit par peur que quelque chose se reproduise.
Le matin même, un policier nous appelle et nous tient au courant de l'affaire. La personne qui s'était introduite dans l'appartement était le propriétaire du Airbnb. Il a avoué avoir trouvé belle ma copine sur sa photo de profil et a également avoué vouloir sortir avec elle. Mais la phrase du policier qui restera dans ma tête toute ma vie, c'est seulement « il était caché sous votre lit ». Ayant entendu ça, ma copine s'est décomposée. Nous avons au final écourté notre séjour et croyez-moi, plus jamais je reprendrai de Airbnb. Bon, pour ceux qui vont partir en vacances cet hiver, faites attention, on ne sait jamais si un malade est caché sous votre lit. Ah, je suis tellement rassurante comme fille. Bon, en tout cas, cette histoire, elle est terrible à mon sens, parce que comme d'habitude, dans pratiquement, en tout cas dans beaucoup de threads, c'est toujours des intrusions, c'est toujours des malades qui rentrent par effraction en cachette, qui se cachent dans le grenier, dans la cave, et maintenant, sous le lit. Non mais ça va pas! En plus moi, ça m'a fait rire mais c'est pas du tout marrant. Le proprio s'est fait un délire comme quoi il pouvait avoir une chance avec une fille qui est maquée juste parce que il la trouvait belle. Et de là, il s'autorise à venir chez eux en cachette et se foutre sous le lit. Mais déjà, bon, elle est maquée. Donc laisse tomber, mais c'est ta manière de draguer, de se foutre sous le lit d'une demoiselle. Il faut revoir certaines choses, monsieur, hein. Vraiment ça va pas. Bon, en tout cas, si vous prenez un jour un Airbnb, faites attention au-dessous du lit. Vérifiez bien. En tout cas, j'espère que ces 3 histoires vous auront plu. Et puis moi perso, c'est avec plaisir que je vous ai raconté ces petites histoires comme d'habitude. D'ailleurs, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me lâcher un petit like. Si vous voulez plus de contenu et qu'on se retrouve comme ça pour un petit moment horrifique et chill, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Oui, parce que je reviens petit à petit. Mais vous pouvez me retrouver en live quelquefois sur YouTube et me suivre sur Instagram si vous voulez. Et du coup, écoutez, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée ou une bonne nuit, selon à quelle heure vous regardez la vidéo. Et puis moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!